C'est parti. Donc, merci à toutes et tous d'être là ce soir pour une sensibilisation autour du cancer du sein et puis une première initiation à l'autopalpation. Je voulais vous présenter tout d'abord les résultats en fait qu'on a obtenus au niveau du camion MTA Santé, donc des 2 tournées de 2024. Et voilà, faire plus un focus sur la partie du coup qui nous intéresse ce soir, donc dépistage organisé du cancer du sein. Donc on a fait 143 mammos au printemps, on a fait 230 à l'automne. On a détecté 4 cancers, donc un cancer sur la deuxième tournée, donc un taux d'incidence qui est quand même relativement élevé et qui montre bien que c'est utile. On a eu 102 visites au stand d'Autopalp à la tournée du printemps et c'est monté à 247 visites depuis qu'on l'a customisé, notamment avec ce magnifique tissu, des coupes, plein de petits seins à tripoter et aussi des infographies. Donc ce soir, c'est un premier niveau de sensibilisation et d'information qui vous permet, si vous le souhaitez, d'accéder à un niveau 2 où là, on passe à la pratique, on fait des jeux de rôle d'animation du stand autopalpation. Tout ça dans le but, voilà, si vous le souhaitez, de participer et animer le stand d'autopalpation lors de la tournée 2025 qui redémarrera au mois de mars. Voilà, et en fait, je suis Irène Bredenkant, je remplace Marie Simet en tant que chargée de prévention pour 20% de mon temps de travail et j'ai 80% de mon temps de travail sur le programme de prévention des fragilités liées à l'âge ICOP. Voilà. Et tout de suite, je vais laisser la parole à l'expert du jour. À voir si quand même. Est-ce qu'on est bien, on reste comme ça dans le demi-noir ou ça? Je pose une question. C'est peut-être mieux pour voir. Ah, j'ai pas d'écran. Ah. Oui, c'est juste que l'écran par contre. Fonction F. À moins que le milieu est où? Vous n'avez pas de souris. Non, vous voulez une souris? Non, pas grave. Bon, c'est la tête. Comme ça, on attaque. Tout le monde est prêt? Alors, donc on va aborder l'autopalpation ce soir. L'autopalpation qu'on va inclure en fait dans le programme de dépistage que je vais comprendre ce soir. Je vais essayer de me mettre. Alors, pas de conflit d'intérêt. Je vends toujours un petit peu mes trucs. Alors voilà. Donc on commence par cette diapositive-là, c'est pour les rappels par rapport au cancer du sein. Donc il faut savoir que 75% des cancers du sein ont lieu après 50 ans. Donc c'est un cancer globalement post-ménopausique, en sachant que la ménopause, la moyenne actuellement, c'est plutôt 51 ans. On abordera un tout petit peu les cas un peu sur la tranche d'âge inférieure, d'où l'intérêt de l'autopalpation et de la culture du dépistage et de la surveillance chez la femme. On en parle rapidement puisque du coup, pas complètement concerné par le thème, mais il y a 1% des cancers du sein qu'on retrouve chez les hommes. Et comme je le dis à chaque topo, c'est 1% de plus de 60 000 cancers du sein par an en France, ça c'est l'incidence. Et encore là c'est 2019, donc c'est monté depuis. Et c'est 60 000, et on sait que c'est une femme sur 8. Il faut savoir qu'il y a à peu près aux portes du changement millénaire, donc dans les années 2000, on était à une femme sur 12. Et que donc on a une augmentation en une génération de 30% des cancers du sein. Et ça, il faut l'avoir bien en tête. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression effectivement de voir par exemple plus de femmes jeunes ou plus de cancers, c'est une réalité. Et c'est une question de pourcentage. Parce que vous avez quand même 25% on va dire, de femmes de moins de 50 ans qui sont concernées. Et même 20% dans la tranche d'âge 40-50. Et donc on en voit plus, tout simplement parce qu'en fait, en valeur absolue, ils sont beaucoup plus importants. Donc l'âge moyen, c'est plutôt la soixantaine. Il faut savoir que c'est un cancer où on a une mortalité
basse, parce qu'elle existe quand même, et que globalement, si on dépiste tôt un cancer du sein, on a 90% de chances de se sortir de ce cancer du sein. Les statistiques avec tous les stades confondus, donc même les stades métastatiques inclus, sur 20 ans, on est passé de 83% de survie à 87%. Donc c'est un cancer qui est relativement bien pris en charge et qui aboutit à des résultats importants, en sachant que chaque année, enfin moi depuis que je fais ça, ça fait 20 ans, tous les ans on a une nouveauté qui apporte un plus aux patientes. Alors c'est vrai que quand j'ai fait les diapos on en parlait un peu moins, mais dans les traitements on les aborde pas trop. Et par exemple la population des femmes jeunes, ce sont les triples négatifs. Les triples négatifs, 40% des... Donc triples négatifs, c'est celles qui n'ont pas de récepteurs hormonaux aux oestrogènes et à la progestérone, et qui n'ont pas le récepteur qui est le CRB2, qui concerne 15% des femmes qui ont un cancer du sein, qui permet le traitement par immunothérapie par R7. Donc c'est ça les triples négatifs, c'est-à-dire qu'en fait elles n'ont pas de traitement sorti. Bon, chimio-radiothérapie, ça c'est le traitement local, mais en traitement général, elles n'ont que la chimiothérapie. Et elles ont surtout, elles avaient du coup une espérance de vie qui était diminuée. Et ça concerne 40% des femmes qui ont moins de 40 ans, qui ont un cancer. Et donc du coup, c'était quand même c'était problématique. La même problématique qu'on avait il y a plus de 20 ans avec le CRB2 avant qu'on invente l'Herceptin. Donc là, on a une évolution dans la maladie, puisque les formes les plus agressives, avec la recherche qui est extrêmement importante dans le sein, fait qu'on trouve des thérapeutiques de façon assez fréquente, et donc c'est quand même important. Voilà. Alors, je vous ai dit ça c'est pour mettre le topo, pour savoir pourquoi vous êtes là. Globalement, c'est important, c'est qu'on constate qu'effectivement, la mortalité en termes de chiffres est à peu près la même. Par contre, comme le nombre de cas augmente, le ratio fait que la mortalité chute. Et donc du coup, c'est un cancer, comme je vous ai dit, où on a quand même pas mal d'évolutions. Dans le monde, en Europe, c'est le premier cancer de la femme. Après, il faut voir quand même que derrière, il y a les cancers colorectales, donc ça c'est important à savoir. Très important, rien à voir avec ce soir, mais important à savoir, c'est que le nombre de cancers du poumon chez la femme a augmenté. Ça c'est très important à savoir. Ça c'est un petit effet négatif de l'égalité par le vide, parce que du coup avec le tabagisme, notamment les moins de 25 ans, les moins de 25 ans, je crois que les filles fument quasiment autant, voire plus que les hommes. J'ai pas revérifié les stats, mais c'est à peu près ça. Donc du coup on ne va pas aller en s'améliorant. Donc ça, puisqu'on parle de prévention ce soir, c'est quelque chose à rappeler, et ça concerne donc les femmes, que vous sachiez. Alors, on va voir les éléments de prévention. Donc, la prévention primaire, c'est toutes les actions du quotidien qui vont empêcher qu'une maladie se crée. Je le répète souvent, donc, pour ceux qui ont déjà vu le diapo. Les classiques, c'est vous ne pouvez pas agir sur votre genre. Donc déjà, ça c'est un fait. Donc, et on ne peut pas agir sur son âge non plus, même si on veut essayer. On ne peut pas agir sur un certain nombre de choses, mais on peut agir sur des facteurs environnementaux. Les grands classiques, c'est le tabac et l'alcool. Nous, en gynécologie, on a un métier de prévention, la gynécologie au sens large, je mets les sages-femmes, les généralistes qui font la prévention également, qui font du suivi de la femme. Et du coup, par exemple, la vaccination du col, c'est un élément donc c'est une prévention primaire, parce que le but c'est d'empêcher que la maladie arrive. Pour revenir à la vaccination, elle couvre à 90%, il restera toujours 10%. 10% de la moitié de la population. Donc il faudra toujours revenir aux statistiques en volume, c'est qu'on continuera toujours à avoir des cas, mais on va essayer de les diminuer au maximum. Vous ne pouvez pas atteindre le 0%, c'est rare en médecine. Donc, ensuite, donc, dans le monde, ça nous concerne sûrement un peu moins, ça nous rappelle quand, par exemple, avec les catastrophes qui arrivent récemment, nous, on est quand même assez sécurisés dans notre pays par rapport à ça, mais il y a des pays des régions du monde où très vite c'est instable. Ce qu'on n'a pas chez nous par chance. La prévention secondaire. Alors, la prévention secondaire, c'est celle qui nous intéresse le plus ce soir. On retrouve deux éléments faciles à retenir en gynécologie, qui sont le frottis et la mammographie. Donc, en fait, c'est pour la prévention secondaire, c'est trouver la maladie à un stade le plus précoce possible pour avoir la meilleure action sur ce cancer, pour le cancer ou la maladie, pour en diminuer la mortalité et la morbidité. Parce que la morbidité, c'est pas non plus quelque chose à négliger. Parce que pendant longtemps, on s'est focalisé sur la mortalité, mais en cancérologie, on associe, il y a aussi donc l'espérance de vie, qui est importante, et il y a l'espérance de vie et il y a la qualité de vie, qui sont pris en compte.
Donc c'est pas la peine de découvrir les cancers tôt si derrière il n'y a pas une prise en charge globale de la patiente. Alors, donc comme je vous ai dit, alors, le frottis, on revient à ce col, les pratiques, et la mammographie. Ensuite, la prévention tertiaire. Alors, nous intéresse moins ce soir, et c'est un domaine dans lequel j'agis assez souvent, notamment par rapport au sport santé. La prévention tertiaire, c'est quand la maladie a eu lieu, c'est diminuer l'impact de cette maladie. Donc, dans le cas du cancer, c'est de diminuer la récidive des cancers, et voir la mortalité des cancers. C'est le cas par exemple de l'activité physique dans le cadre du cancer du sein. On a un effet médicament calculé à pratiquement 30%. J'aime pas trop le mot, mais maintenant je le dis tout le temps parce que je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Ça sous-entend qu'il faut faire les autres traitements avec. On ne se traite pas que par le sport, et puis l'activité physique va protéger par exemple, va aider à tolérer les traitements et à mieux passer les traitements. Donc c'est un effet important. On le retrouve, l'activité physique par exemple dans les pathologies cardiovasculaires, donc bien sûr il y aura aussi l'arrêt du tabac, lutter contre l'obésité, tous ces éléments qu'on trouve souvent en prévention primaire en fait, on va les retrouver en prévention tertiaire. Voilà. J'ai pas beaucoup de diapos en fait, c'est pas un topo trop moche. C'est pour ça qu'on est en retard, comme ça on a le temps de... Alors, le dépistage du cancer du sein en France. C'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'en fait, l'autopalpation, vous le verrez dans les dernières diapos, ne fait pas complètement toujours l'unanimité en termes de prévention si finalement vous la prenez de façon isolée. Elle doit être intégrée dans ce que vous transmettez aux gens que vous voyez et aussi par rapport à vous-même. L'autopalpation s'intègre dans un suivi global. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le culte de la prévention va faire le trépied, la triade, qui sera la mammographie, le suivi gynécologique, parce que souvent ça c'est négligé, et donc l'autopalpation va rentrer dans le même processus. Ces choses-là doivent être globalement comprises par les personnes que vous allez suivre. En tout cas, que vous allez informer, parce que si on prend le bus, le MTA Santé, c'est des gens qu'on va chercher justement dans les quartiers, dans les gens qui ne sortiraient pas forcément, et qui paradoxalement n'ont pas ce culte de la prévention, qui pourtant, quand on regarde sur le papier en France, on a cette possibilité de le faire, le système de santé nous le permet, et globalement les gens n'y accèdent pas. Bon. Et donc on est quand même amené à aller amener cette prévention, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette notion de prévention. Donc vous l'avez marqué, c'est un réflexe à acquérir. Alors, la mammographie sur les recommandations administratives, tout ce que vous voulez, c'est de 50 à 74 ans. Pourquoi? Parce que c'est, comme je vous ai parlé, c'est un cancer post-ménopausique, et c'est là qu'on a donc le pic de cancer du sein, avec un premier pic vers... la moyenne, vous avez vu, c'est à peu près 60 ans, donc 50, 60. Après, ça chute effectivement en termes de statistiques, mais ça n'exclut pas au dépistage individuel, parce que là, c'est un dépistage de masse, c'est-à-dire qu'au niveau de la population, de faire du dépistage après 74 ans, parce qu'il y a des gens qui vivent quand même plus loin que 74 ans, puisque l'espérance de vie d'une femme, c'est 84 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 10 ans, elles n'auraient pas de mammographie. Donc c'est pas très cohérent. Donc ça c'est par contre, on rentre dans un dépistage individuel. Ce dépistage individuel, on peut le retrouver chez les moins de 50 ans et surtout dans la tranche d'âge 40-50, parce que là, il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés. Et il est clairement établi que le risque d'irradiation du sein, parce qu'il y a toujours la crainte de tout ce qui est radio-induit, un sein qui a au-delà de 35 ans, la Société européenne de radiologie dit que le risque chute à partir de 35 ans, et carrément après 40 ans, le bénéfice de la mammographie est supérieur à le bénéfice de la mammographie est supérieur au risque du cancer radio-induit. Se pose la question chez les femmes qui ont un facteur de risque familial, donc c'est 5 à 10% de la population, avec les mutations BRCA1, BRCA2 dont vous avez déjà entendu parler probablement, où là on va associer donc la mammographie plutôt à partir de 25 ans, parce que le bénéfice, pareil, c'est toujours des statistiques, le bénéfice à la mammographie est nettement supérieur au risque de développer un cancer du sein radio-induit, parce que de toute manière elles l'ont en elles, donc elles vont développer rapidement un cancer du sein. Malgré tout cela, malgré le fait que vous recevez un petit papier de la Sécu, que c'est automatisé, même s'il y a eu des petits retards, que ça roule, et ben on n'a que 47% de participation au dépistage. On a regardé les statistiques la dernière fois, l'Alsace est à peu près dans le ventre mou, on est à peu près pareil, on a toutes ces 47%. Donc globalement, malgré une prise en charge par l'État,
on n'a qu'une femme sur deux qui va faire son dépistage. Mais la problématique vient des rendez-vous. Ça c'est local et Ouais. c'est non ça c'est local. Oui, alors j'en parle un peu après parce que je fais des trucs avec la disponibilité, etc. Je l'aborde. Mais globalement pour la radio, c'est un problème qu'on a actuellement dans notre secteur d'activité, que tout le monde a remarqué qu'on est là-dedans. Soit on est concerné, soit on est adresseur. Voilà. Je parle pour les retraités. Actifs bien sûr, mais retraités. Et donc du coup, pour celles qui sont sur le terrain, elles se rendent vite compte que quand ils envoient faire une mammographie, les gens ils font le tour de l'Alsace pour trouver un rendez-vous, ils vont sur le territoire de Belfort, et puis je pense qu'on va bientôt attaquer Nancy ou Dijon, enfin voilà, ou la Suisse, c'est nos voisins. Donc du coup, non mais ça c'est un problème vraiment local, la disponibilité de la radiologie, parce que par exemple à Colmar ils n'ont pas ce problème puisqu'ils récupèrent nos mammographies, et à Belfort aussi, voilà, donc ça, voilà. Donc pour ça c'est un problème de territoire, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça c'est... c'est globalement sur le territoire de santé, parce que de mémoire, je crois qu'il y a 30 000 Mulhousiens qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà, d'où le coup, c'est local. On aime bien Mulhouse, c'est historique, on a toujours fait une petite équipe dans notre coin. Mais bon, en France, c'est 45%. Et c'est pas un problème de mammographie. Si vous allez à Strasbourg, vous secouez un arbre, vous avez des médecins partout. Donc, si vous voulez faire votre mammo à Strasbourg, il y en a partout. Si vous voulez un dermato à Strasbourg, il y en a. Non, mais c'est ça que je veux dire, mais je vois, en local, ça n'explique pas en tout cas la problématique française du territoire de la métier. Alors, ça va pas passer. Ah non, j'ai mis un petit Pac-Man. J'ai oublié mon Pac-Man. Alors, qui fait le suivi gynécologique? Bon, bah là, j'ai fait ma recherche Google. Alors, c'est quand même vachement bien d'être une sage-femme parce qu'ils sont. C'est Google. Ça, c'est un médecin généraliste et ça, c'est un gynéco. Donc, c'est pas gentil pour nous. Donc, globalement, le suivi pourra être assuré par les 3 corps de métier. Effectivement, actuellement, les sages-femmes se sont bien installés, ils ont repris l'activité gynéco-médicale, et heureusement, parce que finalement, sinon, on avait une grosse problématique de territoire, puis surtout que dans la formation, nous, on a une formation de gynéco-obstétrique et chirurgicale. Les sages-femmes ont une orientation obstétricale, bien sûr, mais également de suivi gynécologique. Ça fait. Depuis que je suis installé, ça s'est mis progressivement en place. Et ça a tout le sens parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à motiver déjà les internes à faire pas de gynéco-obstétrique, mais faire que de la gynécomède. Et celles qui font de la gynécomède, en fait, ont une surspécialité, elles font de la fertilité. Donc, elles font de la procréation médicalement assistée, elles font des grossesses à risque. Globalement, voilà, les spécialités de médecin, c'est comme de gérer des pathologies. Et le sage-femme fait le suivi standard, sans vexer les sages-femmes, mais que globalement, justement, nous, on est en deuxième ligne, comme ça doit être normalement dans le corps métier. Moi, je travaille énormément avec les sages-femmes, donc qui souvent ont travaillé avec moi avant quand elles étaient à l'hôpital. Donc on a un réseau qui est relativement large, et surtout, elles ont l'art de s'installer aux endroits où on n'ira pas s'installer. Non, mais c'est voilà. Donc du coup, ça permet de, quand même, là pour le coup, de bien couvrir le territoire, mais les radiologues vont pas aller s'installer au fin fond de... Voilà. Si on faisait une cartographie d'installation des sages-femmes, ça ne correspond pas à l'installation des radiologues, ça c'est sûr, ou des gynécos. Donc voilà, donc globalement, les sages-femmes, elles montent en force, heureusement, mais je pense, elles n'arriveront pas à absorber l'ensemble des rendez-vous. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va coincer. Donc là, il y a un effet, il y a un gros départ de gynécologues sur Mulhouse, par exemple, gynéco-médical, sans compter ceux qui avaient la double casquette. Et du coup, malgré l'installation importante des sages-femmes, elles n'arriveront pas à tout absorber. Enfin, celles que je connais sont déjà au taquet de ce qu'elles font. Donc voilà. Et donc, je vous ai marqué. Alors ça, c'est ce qu'on m'a noté, c'est qu'en fait, la Société savante de gynécologie, il est clair qu'aussi il y a un problème générationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on le voit à l'hôpital, on en a discuté il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours avec le topo que j'avais fait sur cancer et sport. En fait, globalement, l'activité d'un médecin actuel est 2 fois moins, voire 3 fois moins d'un médecin en place. En tout cas, d'un médecin retraité. Parce que la vie a changé et qu'on est passé d'un métier... on est passé d'une passion à un métier. Donc les gens font leur métier. Donc ils font leurs heures. C'est générationnel, il faut s'adapter à ça. Donc en fait, ils ont produit globalement... Ça a commencé avec ma génération, ils ont fait énormément de gynéco à l'internat. Sauf qu'en fait, ils n'avaient pas prévu que pour une sortie, il fallait 2 gynécos en place, voire 3. Moi, je vois, je prends à peu près, je suis assez, en termes d'activité, je suis assez, pas très loin, je vois avec 20% de ce que faisaient ceux d'avant. Mais alors là, il y a un gouffre avec la génération qui arrive. Donc en fait, il n'y a
pas d'absorption de... Et c'est pas les sages-femmes pour le suivi qui vont pouvoir absorber ça. Et les généralistes qui s'installent commencent à s'intéresser à la gynécologie, mais ils n'arriveront pas non plus à absorber le suivi. Voilà. Ça c'est important à savoir parce que vous allez dire aux gens, c'est un peu l'histoire des radiologues. C'est pour ça que j'en parle de toute manière. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, c'est bien, faites-vous dépister, faites vos mammos, faites votre... Alors les patients peuvent le faire eux-mêmes, puis après si vous avez un souci, allez voir quelqu'un. Et là, parce que le pilier du milieu, il y a la mammo, effectivement, donc là c'est local, c'est un problème. En 2, c'est de joindre un gynéco, une sage-femme, un généraliste qui va faire votre suivi. Et en 3, il y a l'autopalpation. Si vous dites aux gens, vous faites l'autopalpation, et que dans votre tête, vous devez avoir les 3, s'il y en a qu'un qui marche, ça ne va pas fonctionner. C'est un peu le problème du truc, c'est bancal. C'est pour ça que les tabourets à 3 pattes, ça ne tient pas debout. Entrez avec là. Bonsoir. Bonsoir. C'est le parcours du combattant, hein, pour arriver ici. Mais non. Et allez, dans la nuit noire. Qui est obscur. Je suis cogné contre les murs. Oh là 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 là. Mais je referai le début pendant l'autopalpation. Pour les retardataires. C'est filmé. On est bon. Ah oui, c'est filmé. Non, mais pour. Parce que je les connais, alors. On n'a pas le droit. Je les connais. C'est filmé, attention. Canva, c'est pas mal pour faire des présentations. Alors, justement, je reviens à ça. Je suis toujours dans mon truc d'accessibilité, en fait. Par contre, il faut que je me rappelle exactement. Ça, c'est les gynéco-médicaux. Alors, vous voyez, des régions de France en densité. Hein. Donc, nous, on n'est quand même pas super petits, mine de rien. Ensuite, j'avais mis la répartition des médecins généralistes. Globalement, l'ouest et le sud sont bien dotés. Quand c'est bleu, c'est bien. Par contre, je regarde Besançon, tout ça, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi, je suis bizarre. Donc, c'est pour montrer que nous, on est quand même un peu dans la dèche. Ensuite, j'ai mis les sages-femmes libérales. Et si on regarde les couleurs, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on prend ça, c'est la gynéco-obstétrique, donc c'est ceux qui ont la double spécialité, notamment la chirurgie. Donc vous voyez qu'en Alsace, c'est une école plutôt de chirurgie. Clermont, c'est pareil, hein, parce que c'est une école de chirurgie. Et le sud. Et si vous comparez, en fait, les sages-femmes, elles sont, comme je vous ai dit, à des endroits où il n'y a pas vraiment de gynéco-obstétriciens en tout cas. Donc c'est pas si mal en termes de couverture de territoire. Mais si je vous passe la diapo d'avant, si on prend les généralistes et si on prend les gynécomèdes, on est plutôt dans la dèche. Mais globalement, même les sages-femmes, on n'en a pas tant que ça dans le territoire, c'est ce que je vous disais. Donc on est un peu coincé. Donc faut... Voilà. Alors les facteurs de risque, ça tombe bien. L'alcool, aucun rapport avec votre parler. Donc l'alcool représente 17% des risques des cancers du sein. Ça, c'était pas connu. C'est une étude qui est sortie un peu l'année dernière. Et en fait, l'alcool aura un effet œstrogène-like, donc qui aurait tendance à stimuler les cellules du corps comme des œstrogènes. Donc en post-ménopause, par exemple, les stimuler l'organisme comme s'il n'était pas tout à fait en ménopause, par exemple. Et en même temps, il entraîne des carences en vitamines, donc on connaît, qui ont un effet antioxydant, enfin l'inverse des antioxydants, donc hypooxydant, donc qui va générer le risque cancéreux, et notamment cancer du sein, et surtout ça. On le savait pour les cancers ORL, mais on s'en est rendu compte pour le cancer du sein. Donc ça, je reviens toujours à mes histoires d'égalité, le tabac, l'alcool. Donc ça, c'est l'égalité par le vide. Donc c'était pas une bonne idée. On va retrouver les grands classiques. Bon, vous avez l'obésité, même si on va le retrouver partout, l'obésité. Et globalement, pour le sein, comme c'est une femme sur 8, on ne va pas le retrouver tout le temps, parce que globalement, ça concerne toutes les femmes. Moi, je suis beaucoup de femmes qui ont une activité physique importante. Elles ont déjà fait 2 cancers malgré leur activité physique. Voilà. Je pense que ça concerne maintenant toutes les femmes. On a des critères. Quand j'ai fait mes études il y a plus de 20 ans, on nous parlait de l'absence de grossesse, il y avait donc les nuligestes, il y avait l'allaitement, enfin il y avait toute une liste de trucs, mais parce qu'il y avait moins de cancers. Maintenant on s'est rendu compte que le facteur de risque principal, il n'est pas dans la liste, si je l'ai mis là, c'est lui, hein. C'est la pollution. Ça va avec le dérèglement, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de dérèglement, il n'y a pas de réchauffement climatique, oui, mais il y a un dérèglement climatique et il y a un dérèglement de nos organismes. C'est tout ce qu'on a absorbé donc, ici dans la salle, tout le monde est foutu. Oui, parce que
On a toutes bien accumulé, vous avez tous accumulé dans votre corps toutes ces particules désagréables qui vont faire que qu'on fera peut-être quelque chose à cause de la pollution. On peut agir sur les générations à venir ou à naître, mais en tout cas pour nous, moi je ferai ma prostate, vous ferez peut-être votre sein. Voilà. Donc, non mais c'est la vie. Ah ouais, mais bon. Notre professionnel de santé, il ne faut pas se mentir. Donc du coup, ça je vous l'ai déjà dit. La génétique, oui, on en parle beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Alors, 10%, c'est vraiment en forçant les stats. Globalement, on est plus proche des 5%. Donc on ne peut pas se dire... le premier facteur de risque, ça reste d'être une femme. Et l'alcool. Ah oui, c'est énorme, non? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pas regardé les stats en urologie, du coup. Je me suis dit, je le dirai aux femmes, je le dirai pas. Alors, globalement, ça c'est pour avoir les chiffres alors, c'est des vieux chiffres, hein, et c'est pour avoir à peu près la répartition de l'implication des cancers. Donc là, on a quand même une grosse part liée, enfin, du cancer du sein, une grosse part liée à l'alcool, un peu moins le tabac. Sauf que c'est des vieilles valeurs, mais globalement, vous voyez, l'obésité est moins importante que le risque lié à l'alcool. À partir d'un verre. Par jour? Oui, par jour. Par heure, non. Donc 7 verres le samedi. Ouais, la dernière réunion de CPTS, c'est comme c'était cancer et sport, il n'y avait pas d'alcool. Ça nous a fait bizarre. Oui, c'est. Ouais, non, il y a 15 jours, c'est zéro. Ah ouais, ah oui, on l'a tous noté. Ça a surpris tout le monde. Et finalement, ça va partir. Ça m'a surpris. Globalement, ça a surpris. Après, nous, par exemple, je prends mon assos là en avant les Amazones, on ne fait jamais de photos de l'alcool. C'est vrai que cancer et alcool, ça ne va pas ensemble. Et c'était avant que les stats sortent, mais ça ne va pas ensemble. Ouais. C'est pas dans l'imaginaire populaire, ça ne nous empêche pas tous de bien agir. Hein. Mais voilà, il faut juste le savoir. Après, vous pouvez compenser par autre chose. Je ne vais pas dire ça, mais globalement, hygiène de vie, ça ne s'arrête pas qu'à l'alcool. Hein. Le tabac, l'activité physique, manger 7 fruits, 5 fruits par jour. Et l'alcool n'est pas considéré comme un fruit. C'est pour ça que je poserai la question. Voilà. Donc je vous l'ai mis. Voilà. Donc limiter la consommation d'alcool. Théoriquement, avec ce que je vous dis, 17%, il faudrait carrément l'arrêter. L'arrêt du tabac, c'est bien gentil, le tabac on le met partout, mais qui fume dans la salle? Voilà. Donc, non mais qu'on se comprenne, on le met partout, mais j'ai l'impression que c'est comme les items de médecine, là, c'est le QCM A, B. Il n'y a pas tant de gens qui. Non, mais il n'y a pas tant de gens qui fument, en fait. Voilà, c'est ça où je veux en venir. Et l'activité physique et sportive, alors c'était dans le plan d'État de 2024, il y avait les Jeux Olympiques, qui voulaient rajouter 1 heure de sport par semaine à l'école. Prévention, ça concerne surtout les jeunes. Hein. Et notamment l'autopalpation, on dirait que c'est le plus tôt possible qu'il faut enseigner. Mais globalement, ils l'ont retiré depuis que, voilà. Donc, et puis avec le gouvernement qui change, on va jamais y arriver. Mais l'idée partie, il y a une bonne intention, en plus il y a un énorme effet Jeux Olympiques qu'on attendait tous dans le sport santé. Ça a marché, les gens ont envie de faire du sport, mais globalement, il faut commencer par les jeunes. Alors si on leur dit déjà qu'on leur a mis 1 heure, qu'on leur dégage, je suis pas sûr qu'en termes de communication, on était très brillant là-dessus. Pour revenir là-dessus, rien à voir, mais en tout cas, le sport à Mulhouse, alors on n'a peut-être pas de mammographie, mais faire du sport à Mulhouse, c'est une ville hyper sportive parce qu'on n'a pas comme ça s'appelle, d'équipe de foot en Ligue 1 qui nous coûte une fortune, et donc l'argent est réparti dans les clubs des associations sportives. Donc un jeune qui ne veut pas faire de sport à Mulhouse, ou même dans la Ligue 2A, je ne sais pas comment il se démerde. Il faut que les parents... Voilà, la prévention par le sport, en tout cas, l'activité physique chez les jeunes, voire les adultes, est complètement possible sur le bassin de population de Mulhouse, et au sens large. Donc, parce que moi je viens d'autres endroits, il n'y avait pas autant de possibilités d'offres d'activité physique. Hein. Dans tous les sports, il suffit de trouver son sport. Je vous ai mis l'allaitement, et comme toutes les femmes ne deviennent pas mères, j'insiste sur je parlais d'égalité, mais ce n'est pas une obligation d'être mère, donc, mais on le remet tout le temps, parce que comme ça arrive de temps en temps qu'il y ait des gens qui fassent des enfants, et en plus il faut se lever la nuit, c'est embêtant pour ceux qui travaillent en obstétrique. Donc l'allaitement, c'est bien documenté, mais il faut 2 ans d'allaitement cumulé. Donc les mamans qui allaitent... si tu as un gosse et que tu allaites 2 ans, c'est bon. Si tu en as 3 que ça fait 2 ans, c'est bon. Ah, ok. Ouais. Si tu en fais 4 à 6 mois, ça passe. 4 fois 6, ça fait 2 ans.
Il faut au moins 2 ans d'allaitement. C'est Faut préventif, aller c'est comme le Lovenox, enfin, je donne un autre fragment, parce que je ne dois pas citer de trucs. C'est comme les HBPM, c'est préventif, ça n'empêche pas la phyllite, mais ça la diminue fortement. Mais globalement, il faut un allaitement plein pendant 2 ans. Il faut quand même y aller, hein. Il y a très peu de femmes qui arrivent. On peut revenir dans notre bassin de population. Je sais qu'une grande partie de la population locale le fait, parce que traditionnellement, et c'est tant mieux. Mais globalement, si on prend l'ensemble de la France, et ben ça ne marche pas vraiment, quoi. Voilà, si je vous donne des éléments locaux et puis généraux, globalement, on n'y arrive pas. Donc, je voulais poser une question. Quand tu dis limiter les apports oestrogéniques, le traitement hormonal substitutif à la ménopause, il faudrait le limiter. Non, j'ai mis limité. Alors j'ai mis limité parce que j'ai pris la liste des choses. On parle de tout ce qui peut être phytoœstrogène, des choses comme ça. Le traitement hormonal à la ménopause, on a tendance à le remettre sur le marché, mais par rapport au risque cardiovasculaire. Alors sachant que la première cause de décès en France, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc ça passe avant le cancer. Et donc le THM protège des pathologies cardiovasculaires, du cancer de l'ovaire, du côlon, du syndrome démentiel dont l'Alzheimer. Donc du coup, et puis l'ostéoporose, parce qu'une fracture à col du fémur à 70 ans, 80 ans, ça augmente sa mortalité. Donc en fait le THM, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, j'en ai parlé il y a 15 jours parce que justement je parlais de la ménopause et du traitement hormonal et de tout ce qui va derrière la ménopause, parce que vous allez passer, mesdames, la moitié de votre vie en ménopause et l'autre moitié en activité génitale, et puis il y a les 13 premières années qui ne comptent pas avant l'adolescence, globalement c'est moite-moite. Donc la partie de ménopause est très importante en termes de prévention. C'est pour ça qu'on dit limiter les apports oestrogéniques, bon, c'est théorique. Mais voilà, le bénéfice du traitement hormonal actuellement, il revient justement par rapport aux pathologies cardiovasculaires. Donc après on l'introduit dans le traitement hormonal en fonction de la liste des troubles climatériques. Donc bouffée de chaleur c'est classique, douleur osseuse, troubles de la libido, prise de poids excessive, dépression, beaucoup de dépression à la ménopause. Si vous sortez une ou deux cases là-dedans et que les gens sont embêtés dans leur quotidien, vu que par exemple les symptômes arrivent vers 50 ans, que la retraite c'est 65, vous n'allez pas vivre 15 ans avec vos symptômes, et puis si vous avez par exemple une cuisinière ou une boulangère, si je prends des cas, une enseignante qui est devant sa classe, puis d'un coup, grosse bouffée de chaleur, il y a un moment ou un autre, bosser pendant 15 ans minimum, hein, parce que ça va reculer progressivement, c'est un peu gênant. Mais là je parle plus trop du sein, mais du coup le traitement hormonal peut avoir progressivement sa place. Si on veut parler encore d'égalité, le THM vous amène cette égalité qu'un certain nombre de femmes n'ont pas eu pendant 20 ans à cause d'une étude mal menée. Mais actuellement, on a notre référente Bus du Cœur, qui nous montre tous les jours par ses publications et tout qu'il y a plus d'intérêt à prendre un traitement hormonal qu'à ne pas le prendre. Et ça, il faut que ça change dans la mentalité. Ça va être compliqué. Moi, je suis dans une génération où les femmes commencent à être ménopausées. J'ai 48, donc mes copines sont progressivement ménopausées. Et du coup, ils ont cette crainte parce que quand elles ont été étudiantes, qu'elles étaient à la fac, elles ont entendu dire que c'était pas bien. Donc elles arrivent à un âge, alors vous, celles qui sont déjà ménopausées depuis un certain temps, elles ne le prennent pas parce qu'elles ont grandi dans l'étude. Puis nous, on est en train de rattraper, donc on est en train d'expliquer aux gens qui ont la cinquantaine que finalement, c'était pas si mal. Donc il y a un gros boulot. En France, on a toujours su que le traitement hormonal n'augmentait pas de façon notable le risque de cancer du sein. Le risque en notre ratio, vous passez de 1 à 1,1, voire 1,2 sont les études. C'est pas multiplié par 2. C'est vraiment quelque chose qui est léger, et c'est pas le traitement hormonal qui a fait exploser le nombre de cancers du sein. Maintenant, on le sait, donc on se dit 30%, c'est pas le traitement hormonal, puisque on a arrêté le traitement hormonal, ça a fait comme ça. Le cancer du sein, il a fait comme ça. La courbe, elle n'est pas comparable. Donc, par contre, quelqu'un qui est déjà ménopausé depuis au moins... Alors, la ménopause, c'est 1 an sans activité, sans règles, c'est la vraie définition, c'est pas forcément la biologie. On se met une petite biologie à la fin pour se rassurer. Il y a des gens, ils n'ont pas de règles pendant 11 mois, et au 11e mois, paf, ils ont leurs règles. Donc, ils sont pas en ménopause. D'un point de vue de définition, c'est un peu pénible, donc ils sont en pré-ménopause, et on n'introduit pas de traitement en pré-ménopause. Donc, les gens qui sont vraiment ménopausés, ça fait 1 an, on a une petite année pour le mettre en place, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus vos oestrogènes, vous allez perdre l'imprégnation au niveau des fibroblastes qui finalement donnent cette laxité à l'organisme des femmes, ce qui permet l'hyperlaxité de la grossesse, par exemple, vous ne pouvez plus vous tordre la cheville, tout ça, etc. Donc au niveau des coronaires, ça fait pareil. Et d'un seul coup, il n'y a plus d'œstrogène, ça fait...
Donc, si vous, par contre, vous remettez un traitement hormonal genre 2-3 ans après, 5 ans après, les artères sont rigides, et là, vous stimulez quelque chose qui est rigide. Et c'est là que les gens font un infarctus. Parce que ça se passe. Il faut le prendre tout de suite. Dans la foulée. Voilà. Donc, pour certaines ici, c'est trop tard. Déjà, on pose une question par rapport à la ménopause. Non. Je suis désolée, mais donc il faut le prendre en continu tout le temps. Il ne faut pas s'arrêter quelques mois. non, en fait, ils ont même des. Alors, je vais regarder. Moi, je le donne en continu parce que le traitement séquentiel, je ne sais pas d'où ça sort. C'est qu'il y a une époque qui disait qu'il fallait qu'ils aient des règles, des pauses. On fait un copier-coller de la nature, mais déjà prendre un traitement hormonal, ce n'est pas naturel. On est bien d'accord. L'être humain n'a rien de naturel. Sinon, il serait mort à 30 ans. À peu près l'espérance de vie d'un être humain dans la nature, c'est 30 ans, max 35. Les Romaines n'étaient jamais ménopausées, en moyenne. Même avant la guerre, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'espérance de vie d'une femme, enfin d'un être humain, c'était 45-50 ans. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de centenaire. Donc, je note que la ménopause est un grand sujet d'intérêt. Oui, je sais ce que je fais déjà des taux. Ouais, voilà. Mais moi, je fais sport et ménopause. Je vends le sport, mais on peut faire sport, THM et tout. Ça serait bien. On peut faire ménopause et voilà. C'est un thème qui ça marche bien. Ça marche bien. Ça n'intéresse pas tout le monde, mais ça peut intéresser celles qui le sont un jour. Et celles qui le sont un jour, ça peut changer parce que voilà, en 20 ans, on voit bien que ça a changé. Moi, il y a 20 ans, le topo, j'aurais été interne, on m'aurait dit, tu dis que c'est dangereux. Voilà. Bah, j'aurais dit non, c'est pas vrai, c'était l'étude, elle a été mal faite. Oui, mais tu vois. Alors, c'est beau. D'abord, on va peut-être parler un peu du sujet du soir. Donc, on était dans le sein. Il fallait qu'on n'était pas. Voilà, on parle des femmes globalement. Mais donc dans l'étude du sein, le sein, on le répartit anatomiquement en cadrans. Et si vous regardez une mammographie, le radiologue, ou si vous palpez un sein et vous trouvez un nodule dessous, vous allez utiliser les cadrans du sein. Et vous avez aussi donc l'air axillaire au prolongement axillaire et mammon. Donc globalement, ce qui fait le galbe de votre sein, c'est peut-être le sillon sous-mammaire, mais la glande mammaire est essentiellement située dans le cadran supérieur du sein. Comme c'est l'endroit où il y a le plus de glandes mammaires, c'est là où vous aurez le plus de cancer du sein. C'est assez logique. En fait. Les cadrans qui ne nous arrangent pas trop la vie, mais qui sont plus faciles à examiner cliniquement, c'est les cadrans supéro-internes. Parce qu'en fait, c'est là où on est le plus proche de la cage thoracique. Même si des patients qui ont des seins volumineux, comme quand vous êtes en station debout, le sein descend. Globalement, il tire sur la glande mammaire, donc il étale la glande mammaire au niveau du thorax. Donc c'est plus facile de l'examiner sur la partie décolletée en quelque sorte. Alors après au niveau chirurgical, c'est plus chiant pour nous, mais bon, on sait ce qu'il faut faire. Mais globalement, c'est là que vous le trouverez plus facilement. Et c'est là que les patients peuvent se le trouver en autopalpation. Et c'est ça qui est intéressant. Mais globalement, si vous avez un bonnet D ou je ne sais combien en rétro-aréolaire profond, il faut que la boule elle fasse 3, 4, 5 cm. Je suis gentil. Mais il faut à peu près ça. Non, elle finit, parce qu'il y a l'œdème qui est autour. Parce qu'il y a ce que l'échographiste va voir, il va dire 3 cm, mais des fois quand vous le palpez, vous avez l'impression que ça fait 5-6 cm. Voilà, mais bon. Et surtout, quand on examine les seins, je vais mélanger un peu les diapos, c'est pas une caresse mammaire. Hein. Globalement, tout le monde a dû avoir une mammo ici presque. Donc globalement, la machine, elle appuie. Enfin, quand il faut faire pareil quand vous examinez. Si on n'appuie pas, on n'étale pas la glande. Le principe, c'est de l'étaler. Donc pour que ça roule sous les doigts. Voilà. Donc c'est pas des. Je vois quand je forme les internes quand ils viennent en clinique du sein, pour ceux qui s'intéressent un jour, peuvent venir en clinique du sein, parce que c'est comme différent. Je ne peux pas prendre tout le monde en même temps, mais globalement, une après-midi pour quelqu'un qui a l'habitude, c'est bien rodé. On sent quand même que c'est différent. Il faut appuyer. Et d'ailleurs, les patientes, elles le voient, il faut pas vous appuyer pour. Après, il ne faut pas rentrer les mains dans la cage thoracique non plus. Donc voilà, si vous trouvez quelque chose, il faut le noter selon les cas. Alors, ça peut vous intéresser, c'est juste pour savoir, le cancer du sein, c'est un cancer du sein. Le cancer du sein est un cancer lymphophile, donc il envoie ses cellules dans les ganglions. Et les ganglions dans le reste de l'organisme. Donc, le grand classique, c'est le creux axillaire, c'est là où vous sentirez plus de choses. C'est comme une zone qui est assez libre. Elle peut être un petit peu grassouillette, c'est certaine. Mais globalement, c'est pour ça qu'il faut bien palper en profondeur. Il faut quasiment avoir envie de crocheter le muscle pectoral pour sentir quelque chose.
Il faut vraiment aller assez en profondeur. Après, vous avez les aires sus-claviculaires qui sont accessibles, les sous-claviculaires ne sont pas accessibles. Hein. Et puis après, la chaîne mammaire interne, qui n'a d'intérêt que dans les traitements pour la radiothérapie, parce qu'ils ne sont pas accessibles. Moi, quand j'étais interne, en fin d'internat, on faisait encore des curages. Donc là, on allait chercher les ganglions entre les côtes, donc le curage intercostaux. C'était d'une grande morbidité, parce qu'en plus, on collait par-dessus la radiothérapie. On a arrêté de le faire. Hein. On est dans une désescalade quand même des traitements au maximum. Alors, globalement, il faut que je me relise sur le truc, mais il faut globalement prévenir les patientes de l'intérêt de l'autopalpation. Il faut savoir aussi que, c'est sur les diapos de la fin, l'autopalpation génère chez certaines patientes énormément d'angoisse. Et c'est pour ça qu'il y a des sociétés savantes qui disent qu'il ne faudrait pas trop le faire, trop machin. Globalement, on le sait, un examen complémentaire, quel qu'il soit, génère de l'angoisse. Si vous avez fait un mammo, ça vous angoisse avant. Si vous avez fait une échographie du ventre, ça vous angoisse avant. Alors l'autopalpation, c'est un petit peu comme les femmes enceintes qui s'achètent le petit beeper, le Sonicare, pour écouter le cœur, puis un jour, on ne le trouve pas parce qu'il a changé de place. Donc dès qu'on se lance dans un truc comme ça, forcément, on s'expose. Mais globalement, c'est pour ça que si l'autopalpation génère de l'angoisse, il faut de l'accessibilité derrière. On revient toujours au même problème. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Mais c'est les signes qu'il faut chercher. Mais je passe sur les diapos de la fin. Globalement, c'est l'accessibilité. Si vous sentez quelque chose dans votre sein, si vous êtes angoissé de quelque chose, il faut pouvoir consulter derrière. Et c'est là que ça coince. En tout cas, un petit peu là. Mais globalement, il y a comme des filières sur le territoire de santé où si vous appelez en disant que vous avez un nodule et que vous avez été vu par votre médecin, comme sage-femme ou gynéco, les radiologues ils vous privilégient le passage. Faut pas... la complexité de la mammographie, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, c'est justement le dépistage de la mammographie. Là, vous avez des délais entre 6 mois, voire 1 an. Donc les gens, ils ont quasiment l'impression d'avoir 3 ans de délai. Mais globalement, si vous sentez qu'il y a une boule dans un sein, vous mettez sur le truc, le radiologue il va vous faire l'examen. Hein. On a tous des créneaux. Comme moi, j'ai de la consultation courante, et dès qu'on m'adresse un cancer du sein, il est réinséré dans la consultation en moins. C'est parce qu'on a des pages dédiées. Voilà. Donc il faut quand même rassurer les patients par rapport à ça. Ça, c'est ce que vous allez devoir chercher dans les examens cliniques du sein. Donc, ce que vous ferez un peu tout à l'heure, vous allez devoir chercher des choses comme ça. Alors, le grand classique qui est connu, c'est l'induration de la peau, la notion de peau d'orange. Qu'on vous avez ici, ça fait vraiment comme une peau d'orange. Hein. C'est un petit peu comme ça. Un écoulement mammaire s'il n'est pas lactescent. Donc, les pires, les plus embêtants, c'est les sanglants, les noirâtres, donc c'est du vieux sang, ou les verdâtres. Ceux-là, ils sont suspects quand même de cancer du sein. Lactescence, ça demande quand même une autre analyse. Mais il ne faut jamais botter en touche. Un écoulement du sein doit amener une consultation. Voilà. Bon, après, vous pouvez avoir des palpations. L'eczéma du sein, ce qu'on appelle la maladie de Paget, donc qui est une atteinte, c'est vraiment l'examen sur le mamelon. Donc dès qu'on a un eczéma du mamelon, il ne faut pas le banaliser en disant que c'est un eczéma. Il faut aller à la biopsie. Vous pouvez me donner un peu de corticoïdes le temps qu'il y ait le rendez-vous, en traitement local, en dermocorticoïdes, mais dans la foulée, il faut qu'il y ait un rendez-vous pour aller faire une biopsie. Vous pouvez déjà prescrire la mammo, l'écho, souvent on n'a rien, et dans les examens du sein, dans les pages du sein, on fait souvent une IRM derrière. Parce que comme c'est superficiel, l'image va apparaître plus en profondeur dans le prolongement des canaux de la rue. C'est un cas particulier, mais c'est important de savoir. Il ne faut pas lire c'est l'examen du mamelon, c'est pas normal. Ou un mamelon qui rentre, il n'y est pas. Si, rétractation du mamelon, il est là. Et donc là, à ce moment-là, pareil, il faut consulter. Ça, c'est des grands sites classiques qu'on ne cherche pas à avoir en fait, hein, puisque le principe, c'est de les découvrir. Ça, c'est effectivement dans le cas de l'autopalpation qu'on doit expliquer. C'est les signes que les patients doivent rechercher, c'est ce que vous devez enseigner. Mais le principe, c'est avant tout le dépistage, parce que ce qui reste la pierre angulaire, ça reste quand même la mammographie. Hein, parce que la plupart du temps, il y a des choses qu'on ne verra pas. Quand on arrive à des stades où on commence à avoir de la clinique, on est déjà un petit peu embêté. Après, chez les femmes jeunes, c'est extrêmement important. Et chez les femmes jeunes, on a souvent des cancers un peu plus agressifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, 40% des triples négatifs ont moins de 40 ans. C'est donc des gens qui ne vont même pas avoir de dépistage individuel, puisqu'on fait entre 40 et 50. Du coup, ces gens-là vont consulter pour ces symptômes-là. Parce qu'ils vont avoir des symptômes, des nodules, et ils vont consulter pour la boule ou l'écoulement. Donc ceux-là, il faut être très vigilant. Quoi. Parce qu'ils sont souvent plus agressifs, parce que 6 mois avant, il n'y avait rien, d'un seul coup, ils ont quelque chose. Voilà. Comme c'est filmé, vous aurez les images. Alors, l'autopalpation, comme je me répète, permet de sensibiliser donc les femmes et ainsi à surveiller la poitrine, ne pas se dire je ne m'examine pas, je ne touche pas. Il y a des femmes qui prennent leur douche, elles ne appuient même pas, elles ne regardent pas. Hein. C'est ça qu'il faut inculquer.
Je vous ai dit, la moitié de la population fait ces mammoths. Donc, enseigner l'autopalpation, c'est encore le stade encore un stade en dessous. Hein. Donc, je veux dire, en difficulté à faire comprendre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça doit devenir une carte. Il faut apprendre à cartographier ces seins. C'est pour ça que le plus jeune on commence. Alors après, si les personnes ont des grossesses, il faudra apprendre à se recartographier, forcément. Ou quand il y a des pertes de poids importantes, les patientes commencent à sentir des choses qu'elles ne sentaient pas. Là, forcément, c'était noyé dans le volume graisseux, et donc il faut les rassurer et leur dire que bon, si elles sentent une boule, on fait les examens nécessaires, et après, il faut qu'elles se recartographient le sein. En fait, c'est le changement, c'est pour ça que plus on commence jeune, mieux c'est. C'est comme toute prévention, en fait. Et ça doit devenir une culture, un rituel. Je vous ai mis là, c'est là un rituel, une routine. Ceux qui n'aiment pas le mot rituel, vous mettez routine. Donc c'est comme la routine du matin pour se dérouiller, des choses comme ça, ou l'activité physique. Alors, je vais parler des jeunes. Globalement, le consensus, c'est à partir de 20 ans. Alors, moi je me pose la question, parce que là par exemple, je fais des interventions dans les lycées avec mon association, que je fais commencer à Tannes. Je me pose la question, pourquoi on n'en parlerait pas avant en fait. Parce que finalement, vous avez de la prévention, vous avez de la sexualité, vous avez des choses qui sont abordées, mais ça c'est de la prévention globale de la femme, c'est détaché de la sexualité. Hein. On a des seins, on les examine. Voilà, les seins, les jeunes, ça sert par la suite, mais globalement, les seins, si on vit avec, on passe pas on vit avec ses pieds, on vit avec ses seins. Voilà. Donc globalement, c'est ça qu'il faudrait peut-être commencer cette réflexion avant, parce qu'à 20 ans, souvent elles sont parties à la fac, en études, et elles échappent complètement au système de surveillance. En fait. Elles sont dans leurs études, dans autre chose, après elles se lancent dans la vie, et après, terminé. Alors que quand on les a sous la main, finalement, au lycée, c'est peut-être plus facile de leur inculquer quelque chose. Mais c'est un débat, je pense, qui est dans les cartons, parce que souvent, quand quelqu'un y pense, ou plusieurs personnes y pensent en même temps, ça finit par naître quelque part. Mais actuellement, vu que le gouvernement s'est penché sur les feux clignotants arrière des vélos électriques, les vélos, je le vois, ils ne sont peut-être pas pensés là-dessus. Voilà. Ils ont déjà enlevé l'heure de sport, donc on ne va pas s'en sortir. Mais pendant l'heure de sport, ils auraient pu parler de ça. Par exemple. Donc en fait, comme j'ai écrit, il faut créer sa norme. Très important, il faut leur expliquer que c'est une routine. On fait la cartographie de son sein, on appuie bien sur ses seins, on fait une carte. Voilà. Je n'ai même pas écrit de cartographie, mais globalement, c'est l'idée. Voilà. Et de la clavicule au ciment sous mammaire, et du sternum au creux. Il faut vraiment voir assez large. Bon, comme vous aurez les diapos, vous pourrez lire tranquillement et répéter. Finalement, l'idée c'est ça, c'est des mots-clés en fait. Alors ça c'est ce que vous avez dans des petits feuillets. Donc c'est vrai que moi quand j'avais fait les diapos, on n'avait pas encore les petits feuillets, mais les petits feuillets sont nés après. C'est la Ligue, hein, je crois, c'est la Ligue qui les a produits, l'iconographie. C'est extrêmement bien fait. C'est tellement bien fait que je pense qu'on ne peut pas faire mieux. En fait. Donc c'est pour ça que c'est très bien de l'avoir repris. Moi je l'avais repris initialement pour mes diapos. Et puis la santé le reprend pour sa fiche d'information, c'est parfait. Vraiment, c'est fait pour, c'est un document accessible à tous sur Internet. Et c'est extrêmement bien. Donc vous devez, au départ, regarder ses seins, bras levés, parce qu'en levant les bras, vous étalez la glande mammaire vers le cou, et vous mettez en avant le galbe du haut du sein, parce que quand vous avez les bras baissés, le sein tombe, et vous n'avez pas la partie du cadran supérieur externe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça permet de voir si éventuellement on a un comblement du creux axillaire. C'est rare quand même, mais c'est possible. Voilà. Et la première partie, c'est une partie visuelle, bras levés et bras le long du ventre. Ensuite, si vous avez des petites feuilles, c'est pour ça qu'on vous a distribué auparavant. Alors, ça c'est standardisé, ils ont mis 3 doigts. Si vous voulez mettre la main, moi je prends la main quand je fais un examen clinique, je prends toute la palette. Je pars l'idée que c'est comme une palette. Voilà, vous mettez bien vos doigts ensemble de façon rigide. Et après, vous allez examiner cadran par cadran, le tiron, il faut appuyer. Après, cette jeune fille, une poitrine standard, selon les critères esthétiques. Mais comme je vous ai mis plein de photos de seins différents tout à l'heure, c'est volontaire, personne n'a les mêmes seins. Donc si on a un sein qui est volumineux ou un sein qui part par exemple vers l'extérieur, il faut quand même avoir tendance à maintenir son sein, sinon il va partir dans tous les sens. Donc vous n'aurez pas forcément la possibilité de sentir quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un qui a une forte poitrine, si vous ne voulez pas que ça parte et que ça glisse vers l'extérieur, il faut quand même tenir son sein. Ça c'est un détail, mais ça peut être important. En tout cas, c'est cadran par cadran, et généralement on finit par l'aréole, et vous n'oubliez surtout pas le creux axillaire. Ce sont des faux seins, c'est ceux-là en fait. Voilà.
Mais c'est surprenant. C'est vrai qu'on les voit en diapo, c'est toujours surprenant. Non, ce sont donc des faux. Ne cherchez pas à savoir si ça existe. En tout cas, si ça existe, ils sont faux. Alors par contre, le faxilaire est très bien fait sur le mannequin. Vous voyez, là, ça c'est ma main. Donc du coup, faut bien, j'insiste vraiment pour crocheter contre le muscle pectoral. Parce qu'en fait, vous pouvez quasiment, si vous vouliez, aller mettre vos mains sur vos côtes ici. Hein. Quand on opère, on est ici. On monte jusque là. Quand on passe par le creux. Donc vous pouvez bien sentir quand même. Après, ce geste, vous voyez, parce qu'il est nulle part, il faut bien imprimer sur l'aréole pour voir s'il n'y a pas un écoulement. Parce qu'on ne voit pas très bien sur le truc. Là, elle se pince le mamelon. Il ne faut pas se pincer le mamelon. En fait, le but, c'est de palper en dessous du mamelon pour faire sortir quelque chose qui serait en dessous. Donc le geste, c'est plus d'aller chercher en dessous du mamelon pour faire sortir. Ce geste-là, c'est de pincer le mamelon, à part vous faire mal, ça ne va pas apporter grand-chose. Voilà, il y a peut-être des gens qui aiment le faire, mais bon, c'est pas mieux. Alors, bien sûr, j'ai dit qu'il fallait examiner les deux seins. On examine la droite et la gauche, ça vous allez le voir. Alors, les bustes d'autopalpation, juste pour information, comme c'est la troisième fois que je le fais, quand on les examine, en fait, c'est pas tout à fait l'autopalpation. Parce que l'autopalpation, vous palpez avec la main, alors que souvent on va avoir tendance à utiliser sa main principale, donc la main droite, pour examiner le buste. Je vous dis ça parce que 90% des êtres humains sont droitiers. Les femmes n'y échappent pas, hein. C'est 90% c'est comme ça, et qu'il n'y a que 10% de gauchers dans la population. 50% chez les chimpanzés. On ne sait donc pas pourquoi. Donc du coup, vous allez utiliser spontanément votre main droite pour faire les examens sur le buste. Mais en fin de compte, quand on explique l'autopalpation, il faut bien expliquer qu'on utilise les deux mains. Je vous le dis, hein, parce que on a déjà remarqué la première fois je me suis rendu compte que... Et du coup, il faudrait éventuellement se le mettre sous dessus et se le palper. C'est pour ça qu'il y a des scratchs. Pour celles qui veulent aller jusqu'au bout de l'enseignement. Donc, j'ai une photo où je suis avec ça, mais je ne mets pas, bien sûr, parce qu'en plus c'est filmé ce soir. Donc, je ne vais pas passer par sur les... Alors, et j'ai redit, il faut appuyer. Alors, le mannequin, je vous l'ai présenté. Voilà, donc vous avez la partie susclaviculaire, qui est donc accessible, donc vous pouvez retrouver des ganglions ou des déformations. Voilà, le creux axillaire, le sillon sous-mammaire, important le sillon sous-mammaire, parce que si vous avez... Alors tout le monde n'allait pas les seins comme cette brave dame, mais des fois c'est quand même ça. Donc le sein est vraiment très ptosé, et vous pouvez avoir des boules qui sont sous le sein. Et vous pouvez avoir des choses sous-cutanées, sous le sein. Il ne faut vraiment pas hésiter à... Pour ça, l'autre main vous sert aussi, il y a une main qui sert à l'autopalpation, et une main qui sert à tenir le sein, sinon vous n'arriverez pas à le tenir. D'ailleurs, les femmes qui ont l'habitude d'avoir une forte poitrine, quand vous êtes en consultation, elles vous aident, elles lèvent le sein, elles vont le faire. Donc il faut quand même leur redire qu'il ne faut pas hésiter à les regarder sous le sein. Très important, parce que sous le sein, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent apparaître. La partie donc sternale et les aires vertébrales. Les études, c'était juste pour vous dire que l'autopalpation est discutée. Alors en tout cas, on est en France, c'est discuté. Mais en tout cas, dans les pays anglo-saxons, et notamment les Canadiens, et donc les Québécois, pour eux, ils ont la pratique de ce que je vous explique, de rentrer dans cette notion de culture, de la routine de l'autopalpation, pour avoir cette culture de la prévention. Voilà. Donc là, je le remets, hein, c'est une méthode complémentaire au dépistage réalisée par les professionnels de santé. On revient à notre secteur d'activité. Et je l'ai remis là, ça c'est les promotions de l'éducation de la santé. C'est juste cette culture de consulter. Parce que la moitié des gens ne vont pas faire leur mot, et dans les quartiers où va le bus, c'est encore pire que ça. Donc en fait, il faut leur dire, voilà, c'est bien de venir, vous serez accueillis, vous ne serez pas rejetés, il y a des filières, les soignants se parlent entre eux, donc c'est ça qu'il faut inculquer. C'est pas que l'autopalpation, c'est le concept de dépistage. Voilà. Ce soir-là, j'ai sûrement pris mes 17% de risque. Donc l'essentiel de faire sien de ces seins. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous parlais de la cartographie. Voilà, et j'ai fini. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit c'était les statistiques. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini, c'est les travaux pratiques. Alors là, je découvre des... Il faut expliquer. Donc là, ça c'est le grand classique que je vous ai présenté. Donc il y en a un. Et depuis, la CPTS a fait l'acquisition de petits seins. Voilà.
Alors du coup, je sais pas comment vous allez vous répartir. Alors sur celui-là, je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Moi aussi, ça va être une surprise. Oui, oui. Il y en a un. Oui, oui, Il y en a un qui. il y a des 500. Il y a des 500. Dans là-dedans, il y a des 500. Là, il y a 500. Là, c'est les trois Les 500, mais en. Voilà, C'est les mêmes. Hein. Il y a aussi un sein. Voilà. Ah, il y a 500. Il y en a 3, mais il y en a un sein. Et puis. Il y a différents seins de différentes tailles. C'est vrai que c'est plus facile de s'identifier. Et celui-là, c'est le grand classique. Il y en a beaucoup à trouver dessus. Vous avez vu la liste de... C'est la bonne. Dans la boîte. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sabrina, tu as ramené les listes de ce qu'il y a dans les seins? Non. C'est moi qui disais chez moi, du coup. Non, parce Non, que mais je ça, sais non, pas. tu vois. Non. Je la retrouve. Vous avez par cœur? Non. Non, mais presque. Sur Mais pas mal. Si, j'ai déjà Est-ce mis. qu'on peut la trouver sur internet ou pas? Non, je la Non, trouve on sur peut pas. le réseau. On ne peut pas la trouver sur... Moi, il est chez moi, je ne l'ai pas, là. Je ne sais pas si j'arriverai à revenir, mais... Et franchement, c'est peut-être n'importe où j'ai des... C'est pas éclairé, je suis nuit. Oh Je sais pas si j'arriverai à le mettre. Ça te va bien. Ouais, je sais. Voilà. Ça donne pas envie de tout, ça, non? Bah oui, c'est lourd. Franchement... Il faut vivre avec depuis l'adolescence. Hein.